Bah, c'est Macron qui disait ça, on est en guerre. Bah ouais, mais on est au début de la guerre. Si on fait un parallèle avec 14-18, là on est en 14, on est en train de creuser les tranchées, on est en train de préparer les munitions, on est en train d'envoyer les enfants et les femmes dans les usines pour pouvoir produire ce qu'il va falloir avoir comme ressources pour combattre ce qui est en train de nous arriver sur la gueule. Bonjour à tous, amis indépendants. J'espère que vous allez relativement bien en cette troisième semaine de confinement. Et malgré les difficultés économiques que l'on peut tous traverser, pour ma part, je suis assez fatigué parce que très franchement, les 3 dernières semaines ont resté assez intenses en termes de problématiques à gérer sur mes différentes structures et puis aussi le lancement d'une application sur laquelle on travaillait depuis un an, donc en plein début de confinement, ça a été assez intéressant en termes d'ascension émotionnelle sur toute cette période. Je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs sur ce sujet. Bon, aujourd'hui, on va parler vous avez vu le titre de la vidéo, Winter is coming. Concrètement, j'ai fait un parallèle avec Game of Thrones parce que, alors pour ceux qui ont capté la référence, et je pense qu'il y en aura quand même beaucoup, parce que vraiment, hein, c'est l'impression que ça me donne aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, on a vécu dans l'été jusqu'à maintenant. Les choses vont plutôt bien en finale. Euh, et nos parents, pareil. Et c'est un biais en fin de compte auquel il faut faire attention. C'est pas parce que dans notre ligne de vie, on n'a jamais connu de choses vraiment difficiles que ça ne veut pas dire que ça peut se produire. Et c'est un peu comme dans Game of Thrones avec cette notion d'hiver qui arrive avec ce froid où ça a été oublié en fin de compte. C'est toujours dans l'inconscient collectif, mais ça a été oublié en fin de compte parce que il y a trop de temps qui s'est passé. Et pour moi, c'est un peu la sensation que ça me donne aujourd'hui, c'est que ce que l'on vit, le début de ce que l'on est en train de vivre. Alors certains vont dire c'est sans précédent. Ouais, effectivement, il y a des choses par rapport à notre époque qui sont sans précédent, mais néanmoins des crises, la grippe espagnole, des guerres, des famines, ça c'est déjà des choses qui sont arrivées alors je dis pas qu'on va être en famine, hein, je parle juste de crises vraiment fortes. Ça c'est déjà des choses que l'humanité a expérimentées. Et ben là, voilà, on a vécu l'été, et je pense que là on va commencer à connaître ce qu'est l'hiver. Donc je pense qu'on est début d'une période difficile. Alors, je ne veux pas faire de catastrophisme, hein. Je pense être clairement quelqu'un de plutôt optimiste, à essayer de voir vraiment toujours le côté positif des choses. Néanmoins, je ne veux pas me mettre non plus d'œillères. Je l'ai un peu fait, très franchement. Je l'ai un peu fait au début de la crise avec le coronavirus et je pense que je suis tombé dans le biais de normalité. Je mettrai un lien vers une vidéo de Marketing Mania sur cet aspect-là qui explique assez bien ce que c'est. Je pourrais le mettre peut-être en haut à gauche au niveau de la vidéo. Et l'objectif, c'est vraiment de regarder les choses en face, de ne pas les occulter. Et une fois qu'on les a bien regardées, se dire, OK, bon, mais qu'est-ce que je peux faire? Donc, on est au début d'une période difficile. Je pense qu'il y a beaucoup d'indépendants, d'entrepreneurs, de freelance qui ont été en première ligne des conséquences économiques, de ce qui est en train de se passer et clairement, ce n'est pas terminé. Alors, je n'oublie pas qu'il y a effectivement plein d'autres personnes qui sont malades, certains qui meurent, et que ceux qui sont en train de passer les moments les plus difficiles, c'est tout le personnel soignant, les médecins, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, tout le personnel de santé, et aussi bien sûr l'entourage et les victimes en elles-mêmes de ce qui se passe. Néanmoins, moi je peux rien faire de particulier là-dessus, donc ce n'est pas mon public, hein, tout simplement. Donc ce que je peux faire par contre, c'est d'essayer d'aider les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, les investisseurs, les indépendants, les freelances qui ont leurs propres difficultés relatives à gérer. D'accord? Alors, soyons clairs, je ne minimise pas ce qui se passe niveau côté santé en me préoccupant d'autres problèmes. C'est juste que j'essaye de me préoccuper et d'apporter moi mon aide et mon expérience sur ce que je connais tout simplement. Alors pour le moment dans les médias, ça tourne en boucle sur le nombre de contaminés, le nombre de morts, le confinement, etc. Très franchement, j'essaye de m'écarter de tout ça parce que à mon sens c'est du bruit et que pour l'instant on passe sous silence toutes les conséquences économiques qui sont désastreuses. Clairement. Et puis, il faut pas se laisser endormir par les discours pseudo-rassurants du gouvernement en mode l'État paiera, ouais, conneries, tout ça. Mais on va en parler un peu plus tard dans cette vidéo. Quand la poussière sera retombée, c'est là qu'on va vraiment commencer à voir les conséquences
et à faire l'état des lieux. Et nous autres indépendants, chefs d'entreprise, freelance, on est en première ligne pour en avoir un avant-goût. Et oui, je dis bien un avant-goût. Je ne vais pas vous servir un discours rassurant en mode tout va bien se passer, les bisounours sont là pour nous sauver. L'État, il n'est pas là pour nous sauver. Il va effectivement essayer de minimiser l'impact, mais il ne faut pas se leurrer, on va prendre cher. Et ceux qui sont salariés vont comprendre et ressentir les conséquences que plus tard en fait. C'est aussi notre chance à nous qui sommes indépendants parce que nous, on peut comprendre plus rapidement les choses et on peut moins subir parce que les salariés là aujourd'hui, ils ne font que subir à mon sens les décisions des entreprises, des chefs d'entreprise, de l'État. Nous, on a un peu plus de pouvoir par rapport à ça et je trouve que c'est une chance de pouvoir se confronter plus rapidement à la réalité parce que ça nous donne la capacité de réagir aussi plus rapidement. Donc, je vais vous parler de manière réaliste et pragmatique. Pour ma part, au-delà de Youmento, je fais partie d'autres communautés et de réseaux parce que je sais la puissance que ça a déjà en temps normal et d'autant plus aujourd'hui pour essayer de comprendre un peu ce qui est en train de se passer et comment ça va influencer notre vie à venir et le choc économique que ça va engendrer. En ces temps difficiles, à mon sens, il est d'autant plus important de faire partie de telles communautés qui sont tournées autour de la bienveillance, de l'entraide et pas seulement pour prendre. L'objectif, c'est aussi d'apporter et d'aider. De plus, ça permet en fait d'avoir des remontées d'informations qui viennent du terrain et pas seulement relayées par les masses médias qui, encore une fois, se concentrent sur ce qui fait le plus vendre, le nombre de morts, le nombre de contaminés. Et c'est normal, c'est que tout de suite, ça active dans notre cerveau une notion de survie et forcément ça attire notre attention et on reste focalisé là-dessus. Il faut bien se confronter à la réalité, regardez-la bien en face, d'accord? Et demandez-vous que puis-je faire et agissez tout simplement. Le confinement, pour moi, il va durer. Il ne faut pas se faire d'illusions. Je crois que c'est du côté de l'Angleterre, là dernièrement, ils ont parlé de 6 mois avant un retour à la normale. Je vous mets un lien par rapport à ça sur le fait que le confinement, il va être bien supérieur à ce qui a été annoncé jusqu'à maintenant. De plus, le coronavirus, il sera encore là. Alors, je ne suis pas expert, je me base moi sur les informations qui sont remontées. Et ce qui me paraît en fait logique en termes d'interprétation, c'est que le coronavirus, on n'a pas de vaccin aujourd'hui. Il sera très certainement là encore dans 1 an, dans 2 ans, peut-être voire plus. On est dans la première vague du virus. C'est ça qu'il faut aussi, à mon sens, comprendre. Alors, ça veut pas dire, on n'est pas certain qu'il y en aura d'autres, mais il est probable. Pour moi, c'est toujours pareil. Je regarde ce qui s'est passé et j'essaie d'extrapoler le futur par rapport à ça. Et il est très probable, à mon sens, qu'il y ait d'autres vagues. Et qu'en plus de ça, choper la version actuelle du virus, c'est pas ça qui nous mettra forcément à l'abri. La première vague de la grippe espagnole, elle avait approximativement le même niveau de dangerosité que la grippe classique. Un peu au-dessus. Et puis ensuite, vous avez eu la deuxième vague où là, vraiment, ça a douillé et elle était beaucoup plus virulente. Et puis, vous avez des gens qui étaient dans la pleine force de l'âge, on va dire, en pleine santé, qui se sont retrouvés très vite avec des symptômes terribles. Si vous documentez sur la grippe espagnole, effectivement, on retrouvait cette problématique de pulmonaire alors les symptômes, les conséquences étaient complètement terribles. Enfin plus violente que là, ce que l'on connaît avec le coronavirus. Et vraiment, j'espère que ça n'en arrivera pas là. Néanmoins, c'est une possibilité. Et ce qui se passait, c'est que les gens, en fin de compte, comme ils étaient plus oxygénés, leur corps n'était plus oxygéné, et ils devenaient quasi noirs à tel point où ils disaient qu'ils avaient du mal à reconnaître les gens qui étaient noirs d'origine de ceux qui étaient blancs à la base ou d'autres couleurs de peau. Donc, tout ça pour dire que la grippe espagnole, on a eu une première vague, deuxième vague. Alors, première vague, c'était autour de février-mars. Deuxième vague autour d'août. Troisième vague autour de octobre-novembre. La troisième vague, en termes de dangerosité, elle était entre la première et la deuxième. Alors là-dessus, concrètement, moi, je vais chercher ma documentation. J'ai acheté un bouquin, tout simplement, qui s'appelle La Grande Tueuse, comment la grippe espagnole a changé le monde. J'ai pas terminé de les lire, pardon. Dès que j'ai terminé, je pense que si je juge qu'il y a suffisamment de choses intéressantes à l'intérieur, je ferai une vidéo spécifique sur le sujet. Mais là, comme il y a beaucoup de choses à gérer et qu'il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent pour essayer de comprendre l'ensemble, pour prendre du recul, je ne l'ai pas avancé autant que j'aurais souhaité. L'objectif de cette lecture, comme je disais, c'est vraiment de comprendre les conséquences de ce qui nous attend en basant sur ce qui s'est passé en 1918.
d'une manière pragmatique, bon bah, c'est fait pour durer. Et je vois déjà les conséquences sur le terrain. Et d'ailleurs, j'ai publié un article aujourd'hui. On est le 2 avril 2020. J'ai publié un article aujourd'hui où je mets des témoignages, des retours sur le terrain de chefs d'entreprise, d'indépendants, de freelance, pour vraiment faire remonter ce qui se passe réellement euh, au sein des entreprises. Parce que je trouve que clairement, on n'en parle pas aujourd'hui assez. Et tout simplement pour que les gens prennent conscience aussi vite que possible des conséquences que ça va avoir sur l'économie et sur les emplois d'une manière générale. Donc, on va avoir un paquet d'entreprises et d'acteurs de l'économie qui vont faire faillite. Il ne faut pas se leurrer. L'État, il ne va pas pouvoir sauver tout le monde, ça c'est sûr. On va avoir un paquet de personnes qui vont se retrouver sans emploi, ça a déjà commencé. Les banques, ça veut dire que les banques vont potentiellement se retrouver, enfin c'est sûr à mon sens, parce que les aides de l'État, là, les 300 milliards qu'ils ont débloqués, c'est rigolo ce terme de débloquer, c'est comme si ben voilà, cet argent, c'est Morgan, un ami qui disait que c'était drôle, qu'on avait l'impression que d'un seul coup ils avaient débloqué cet argent, alors que bon, en fin de compte, c'est la planche à billets qui tourne à foison du côté de la BCE. Et puis, bon, bah, si les banques se retrouvent avec des prêts qui sont non remboursés, sachant qu'aujourd'hui, surtout en Europe, elles ont un vrai problème de sous-capitalisation, bon, bah, je vous laisse faire vos recherches hein, sur la suite de la chose. Hein. Je vais pas détailler parce qu'il y aurait beaucoup de choses, trop de choses à dire et qu'il y en a d'autres qui le disent beaucoup mieux que moi. Si je peux mettre le lien, je le ferai dans la description vers une vidéo de grand angle. Et si je peux le mettre en haut à gauche, je le ferai aussi. Grand angle, c'est une des chaînes YouTube que je peux suivre et qui aborde les sujets de l'investissement et de l'économie en général. Alors voici quelques exemples de ce que je constate, des diminutions de 50% des salaires, des diminutions de 50% des salaires de personnes haut placées dans de grosses entreprises, des CEO qui ont décidé de ne plus se payer tout simplement, des liquidations judiciaires de PME qui commencent, des licenciements économiques, des situations très difficiles pour tous les commerces, les restaurants, les hôtels, les taxis, les chauffeurs privés, toutes les entreprises qui tournent autour du voyage et des déplacements, des reports de signature d'achat, de vente de biens immobiliers, des devis qui sont annulés, des commandes annulées, des projets qui sont reportés, des projets mis en stand-by parce que oui, les clients aussi, ils ont d'autres chats à fouetter et que là, pour nous répondre, ça prend beaucoup plus de temps. Euh, et c'est mon cas, moi, je suis le moins mal loti, on va dire, parce que je suis dans le digital, et que le gros de mon équipe peut travailler, peut faire du télétravail. Néanmoins, on est aussi impacté avec des commandes qui sont soit reportées, des projets au ralenti et d'autres qui sont purement annulés. Alors, le truc, c'est que on est qu'au début. Voilà, c'est pour ça que je parle d'avant-coup, c'est qu'on est juste au début. Et le côté, l'État paiera. Vous inquiétez pas, l'État paiera. Si on est un tant soit peu lucide, en fait, on comprend bien que tout ça, c'est pas très réaliste. C'est pour calmer, on va dire, la masse, on le voit, hein, la communication de l'État est pas très claire. Hein, on a des rétropédalages par rapport à ça. Encore une fois, je ne me juge pas en capacité de critiquer ce que fait l'État parce que très franchement, je n'aimerais pas être à leur place. Je ne fais que constater en fin de compte ce qui se passe. On a vraiment un problème en termes de clarification sur voilà, comment on doit réagir nous dans les entreprises. Je prends l'exemple d'entreprises qui sont dans le secteur du bâtiment, qui se sont arrêtées de bosser et où l'État leur dit que non, attendez, vous pouvez très bien continuer à travailler, mais quand vous avez 40 bonhommes sur un chantier qui a un toilette, pour assurer des conditions sanitaires qui soient acceptables, je pense que c'est un peu compliqué. Mais bon, passons. Alors, maintenant que vous avez bien conscience de la réalité, prenez déjà le temps de le digérer. Allez voir, encore une fois, les témoignages qui sont remontés du terrain. J'ai anonymisé, tout simplement, vous comprendrez pourquoi. Néanmoins, c'est vraiment des témoignages réels de ce qui se passe. Et acceptez-le. Voilà, winter is coming. Et ce n'est pas sans précédent. Il y a déjà eu des périodes difficiles dans le passé. Et c'est juste que nous, jusqu'à maintenant, ça a été un peu la fête et que là, on va en connaître des périodes difficiles. Donc, acceptez-la. C'est normal. On le sait, il y a des phases de croissance dans l'économie, des phases de récession. Et il y a des phases plus difficiles que d'autres. Et voilà, ça arrive, il faut l'accepter et puis essayer de faire au mieux, tout simplement, et de mettre en place les actions que l'on peut mettre à son niveau.
Alors, est-ce qu'il faut baisser les bras, tomber dans l'inaction, la tétanisation? Alors, certainement pas. C'est pour ça que depuis 3 semaines, bah, je suis extrêmement actif et que je me bouge dans tous les sens parce que, encore une fois, ceux qui seront les plus rapides à agir, c'est ceux qui vont s'en sortir le mieux. Alors, bien sûr, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. D'accord? C'est pour ça que je vous dis bien, prenez le temps de constater la situation, de faire des projections, de réfléchir à des scénarios qui sont possibles. Et alors, c'est Tim Ferriss qui en parle d'ailleurs dans son bouquin La semaine de 4 heures, je mettrai le lien aussi, où il explique que bah voilà, quand on a des choses dont on a peur, comme en se disant ah, mais si je fais faillite, et si j'ai plus d'argent, et si, ben, ce qu'il faut faire, c'est pas les laisser traîner dans notre cerveau en mode voilà un peu des nuages qui viennent régulièrement cacher le soleil de notre journée ou même la nuit pour bah, nous rendre anxieux. Il faut se dire ok ben je me pose devant un papier et je me dis, ok, ben si il y a ça qui se passe, comment je vais réagir? Et le fait comme ça de se poser en face de nos peurs profondes et de les démystifier, parce que concrètement, c'est ça qui va se passer, c'est que vous dites, bon voilà, il y a tel scénario qui arrive, et ben voilà les actions que je vais mettre en place. Et ça va vous permettre aussi de relativiser, parce que ça vous permettra de vous rappeler de vraiment ce qui est important dans votre vie, ok, et de vraiment ce qui a du sens pour vous. Et de vous faire vous sentir mieux par rapport à ce qui éventuellement pourra survenir. Et surtout, n'essayez pas de fuir ça. Ne vous abrutissez pas devant du Netflix, du Prime Video, la télévision, des films. N'essayez pas de fuir la réalité en vous plongeant dans de la fiction qui a été créée en fait pour vous rendre aussi addict que possible. J'en vois qui demandent sur les réseaux sociaux quelle nouvelle série on pourrait leur conseiller parce qu'en 2 semaines de confinement, ils ont déjà tout consommé. Mais sérieusement, enfin, vous avez rien de mieux à faire que d'aller bouffer des séries qui vont rien vous apporter et de vous abrutir devant ça. Alors, bah, moi-même, parfois, j'ai besoin de me dire, ok, ben voilà, là, je me fais une pause et j'ai besoin de faire un truc divertissant. Mais bah là, vous avez du temps, utilisez-le, faites des choses qui sont constructives. Parce que, encore une fois, ceux qui vont agir, ceux qui vont être dans l'action, ceux qui vont se bouger, c'est ceux qui vont mieux s'en sortir par rapport aux autres qui vont rester tétanisés. Il n'y a pas de secret dans la vie, il faut se bouger les fesses, ni plus ni moins. Donc, demandez-vous comment vous voudrez parler de ce que vous avez fait et de comment vous avez réagi à vos enfants, à vos petits-enfants, aux jeunes de plus tard. Comment vous voulez vous retourner en arrière et vous demander quel regard vous voudrez porter sur ce que vous avez fait dans cette période. Ok? C'est mon coach génie qui dit toujours qui parle de fermer le gap. Et bien là, fermer le gap entre la manière dont vous souhaiterez dans le futur raconter vos actions durant cette période. Soyez et rendez-vous fiers et faites des choses qui sont en accord avec vos principes et vos valeurs profondes. On rentre dans une période où il va falloir davantage parler aux gens du moyen de les aider à sauvegarder ce qu'ils ont plutôt que de gagner davantage. D'accord? Ça leur parlera beaucoup plus, ça c'est certain. Donc adaptez votre communication par rapport à ça. Recentrez vos actions. Là, c'est plus que jamais le moment de vous concentrer sur des actions qui sont en 20-80, qui vont produire un résultat élevé. C'est plus le moment de procrastiner. Il faut vous concentrer sur des choses qui vont avoir un réel impact. Il faut être rapide et il faut être inventif. Faites dès maintenant ce qui est difficile. Qui est le plus difficile, d'accord? C'est maintenant tant que, on va dire, parce que bah, c'est Macron qui disait ça, on est en guerre. Bah ouais, mais on est au début de la guerre. Si on fait un parallèle avec 14-18, là on est en 14, on est en train de creuser les tranchées, on est en train de préparer les munitions, on est en train d'envoyer les enfants et les femmes dans les usines pour pouvoir produire ce qu'il va falloir avoir comme ressources pour combattre ce qui est en train de nous arriver sur la gueule. Bon, j'espère vous avoir fait quand même un petit électrochoc pour ceux qui n'avaient pas conscience de ce qui était en train d'arriver ou qui se mettaient des œillères parce que il faut vraiment vous motiver là à avancer et à prendre des actions. Ne restez pas statique face à ce qui est en train de se passer. Je sais que toute la première partie de la vidéo n'est pas très rassurante, mais je ne peux pas vous mentir sur ce qui se passe. Encore une fois, l'objectif, c'est d'être pragmatique et de regarder la réalité en face, de ne pas se dire non, ce n'est pas arrivé à mes parents, ce n'est pas arrivé déjà dans ma ligne de vie, donc ça ne peut pas arriver. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, ça veut dire que effectivement, vous voulez regarder la réalité en face. Non pas, encore une fois, ne tombons pas non plus dans le catastrophisme. Ok, c'est toujours une histoire de proportion. Alors je sais que c'est un exercice extrêmement difficile,
et je ne suis pas parfait là-dessus. Je dois y travailler tout le temps, mais c'est essentiel de le faire aujourd'hui, plus que jamais. Si d'ailleurs vous êtes resté jusqu'au bout, merci de me mettre un petit commentaire, ça me fera plaisir de mettre un j'aime. Si vous trouvez ma vidéo pertinente, merci de la partager. Et encore une fois, c'est le fait de le comprendre le plus tôt possible qui va faire la différence avec les autres. Donc si je peux avoir un mot de la fin, c'est rapide, adaptable, malin, fort. À bientôt.